La relation entre le Cambodge et la Chine vers une communauté d'avenir partagé, analyse d'un partenariat stratégique, issu principalement du document Cambodia-China Comprehensive Strategic Partnership paru en 2023 chez Springer. Donc la relation sino-cambodgienne, aujourd'hui qualifiée de Comprehensive Strategic Partnership, est inscrite dans la perspective d'une community with a shared future, constitue l'un des partenariats bilatéraux les plus cohérents, stables et asymétriques d'Asie du Sud-Est. Face à cette singularité, une question centrale s'impose. Pourquoi le Cambodge et la Chine ont-ils forgé l'un des partenariats bilatéraux les plus étroits de la région? Cette interrogation ne se limite pas à une description des flux économiques ou à une chronologie diplomatique. Elle appelle une analyse multiscalaire des logiques d'action, des perceptions stratégiques et des structures de dépendance qui sous-tendent ce rapprochement. Trois objectifs structurent donc la démarche. Premièrement, comprendre les fondements historiques et politiques de cette relation. Il s'agit de retracer la continuité d'une alliance forgée dès les années 50 entre Norodom Sihanouk et Zhou Enlai, consolidée à travers les crises successives, comme la guerre civile, le régime khmer, les transitions démocratiques, et systématisée sous la gouvernance de Hun Sen. Cette fidélité réciproque, fondée sur le principe de non-ingérence, constitue un cas d'école en matière de diplomatie et de souveraineté. Deuxièmement, analyser les dynamiques économiques, celles qui articulent coopération et dépendance. Si les investissements chinois ont modernisé les infrastructures, stimulé la croissance, créé des emplois, ils ont également accru la vulnérabilité cambodgienne par le déficit commercial structurel, la concentration sectorielle, une dépendance énergétique et un endettement ciblé. Il s'agit donc d'interroger non seulement les bénéfices, mais aussi les coûts cachés de ce modèle de développement piloté par la Belt and Road Initiative. Enfin, en troisième partie, interroger la pertinence normative du cadre conceptuel promu par Pékin, la communauté d'avenir partagé. Ce concept, présenté comme une alternative aux modèles conditionnels occidentaux, valorise la souveraineté, la complémentarité et la réciprocité. Mais dans quelle mesure cette rhétorique correspond-elle à une pratique équilibrée? Et surtout, peut-on parler d'autonomie stratégique dans un contexte de dépendance économique marquée? En croisant histoire, première partie, économie, seconde partie, économie politique et théorie des relations internationales, cette présentation vise à dépasser les dichotomies simplificatrices entre alliés et clients, entre coopération et soumission, pour proposer une grille d'analyse fine des logiques d'alignement stratégique dans ce monde multipolaire. Alors, qu'est-ce qu'une community with a shared future? Le concept de community with a shared future for mankind, ou communauté d'avenir partagée pour l'humanité, constitue l'un des piliers centraux de la diplomatie chinoise contemporaine. Initié par le président Xi Jinping en 2013, puis progressivement intégré au discours stratégique du Parti communiste chinois, ce cadre normatif vise à proposer une alternative aux paradigmes occidentaux de coopération internationale. Jugés souvent conditionnels, interventionnistes, voire hiérarchiques. Concrètement, ce concept repose sur trois principes directeurs. Le respect de la souveraineté nationale, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la recherche d'une coopération win-win, gagnant-gagnant, fondée sur l'égalité et la réciprocité. Dans le cas spécifique de la relation sino-cambodgienne, ce concept est opérationnalisé à travers 4 dimensions interdépendantes. Première dimension, politique. Un alignement diplomatique mutuel, notamment sur des dossiers sensibles tels que Taïwan ou les droits de l'homme. Deuxièmement, sécuritaire. Coopération classique, échanges militaires et non traditionnels sur la santé, l'environnement, la lutte contre le crime transnational. Troisième partie, l'économie. Une intégration asymétrique mais mutuellement bénéfique, articulée notamment autour de l'initiative de la ceinture et la route de la soie.
Liens humains, people-to-people bonds, coopération éducative, culturelle, académique et migratoire conçue comme le socle de la légitimité sociale de ce partenariat. Il convient de souligner que ce cadre se distingue explicitement des approches conditionnelles, notamment celles de l'Union européenne ou des institutions de Bretton Woods, qui subordonnent l'aide au développement à des réformes politiques, institutionnelles ou économiques. À l'inverse, le modèle chinois, tel qu'appliqué au Cambodge, revendique une forme de pragmatisme souverainiste où la stabilité politique et la légitimité interne des régimes partenaires ne sont pas remis en cause. Ce positionnement explique en grande partie l'attrait du modèle chinois pour les gouvernances autoritaires ou semi-autoritaires en quête de légitimité sans conditionnalité. Et enfin, un objet d'étude privilégié pour les théories critiques des relations internationales, notamment celles qui interrogent l'hégémonie normative occidentale. Voyons les fondements historiques. La relation sino-cambodgienne ne saurait être comprise sans référence à sa profondeur historique. Dès le XIIIe siècle, les chroniques de Zhu Dangan, diplomate de la diplomatie yuan, témoignent d'échanges réguliers entre les deux civilisations. Il décrit avec précision la vie quotidienne, l'administration et les rites du royaume khmer d'Angkor. Il atteste ainsi d'une familiarité ancienne bien antérieure à l'ère moderne des relations interétatiques sino-cambodgiennes. Cependant, c'est au milieu du XXe siècle que s'opère le pivot structurel de cette relation. En 1955, à la conférence de Bandung, le prince Norodom Sihanouk et le premier ministre chinois Zhou Enlai nouent une alliance personnelle et politique fondée sur la neutralité, le non-alignement et le respect mutuel, les principes fondateurs du mouvement des non-alignés. Cette entente aboutit en 1958 à l'établissement officiel des relations diplomatiques entre les deux pays. Malgré les vicissitudes historiques, guerre civile, régime des Khmers rouges, occupation vietnamienne, transition démocratique, cette relation a fait preuve d'une remarquable constance. Contrairement à d'autres partenariats régionaux marqués par des ruptures idéologiques ou géopolitiques, Pékin n'a jamais retiré son soutien à Phnom Penh, quels que soient les régimes au pouvoir. Cette fidélité réciproque s'institutionnalise progressivement. En 2010, les deux parties signent un partenariat stratégique complet, puis en 2019, elles s'engagent conjointement dans la construction d'une Community with a Shared Future. Un cadre conceptuel qui transcende la simple coopération économique pour embrasser une vision partagée de la stabilité, la souveraineté et du développement. La clé de lecture de cette trajectoire historique réside donc dans la continuité de la confiance politique. Même en période de crise internationale ou de transformation interne, les dirigeants cambodgiens et les dirigeants chinois ont privilégié la discrétion, la loyauté et le principe de non-ingérence. Autant de marqueurs d'une relation qualifiée dans le document de solidarité d'acier. Cette constance, rare dans les relations internationales contemporaines, constitue l'un des fondements les plus solides du partenariat actuel. C'est donc une relation fondée sur une confiance mutuelle. La relation sino-cambodgienne repose sur un principe cardinal de la diplomatie chinoise contemporaine, la non-ingérence dans les affaires intérieures. Ce principe, souvent érigé en norme morale alternative aux approches conditionnelles des partenaires occidentaux, constitue le socle de la confiance politique réciproque entre Pékin et Phnom Penh. Concrètement, cette non-ingérence se traduit par un échange de légitimation stratégique. D'un côté, le Cambodge adhère sans réserve à la politique d'une seule Chine, One China Policy, soutenant systématiquement Pékin sur les dossiers sensibles comme Taïwan, les droits de l'homme ou la mer de Chine méridionale au sein des forums multilatéraux comme l'ASEAN. De l'autre côté, la Chine s'abstient de tout commentaire critique à l'égard du régime cambodgien, y compris lors de moments de tension politique interne, comme la dissolution du principal parti d'opposition du Cambodia National Rescue Party, CNRP, en 2017, qui aurait entraîné des sanctions de la part de l'Union européenne et des États-Unis.
Alors que ces derniers suspendaient une partie de leur coopération, la Chine maintenait, voire intensifiait, son soutien économique et diplomatique. Cette logique de solidarité asymétrique mais mutuellement bénéfique est parfaitement résumée par la formule de Xi Jinping en 2020. A friend in need is a friend indeed. Cette rhétorique apparemment simple encapsule une vision des relations internationales fondée sur des valeurs universelles, non sur des valeurs universelles, mais sur la fidélité réciproque en contexte d'adversité. La conséquence stratégique est claire. Dans un environnement régional marqué par les rivalités croissantes entre la Chine et les États-Unis, mais aussi entre le Cambodge et ses voisins thaïlandais ou vietnamiens, Phnom Penh a choisi de se positionner comme un allié fiable et prévisible de Pékin. Ce choix n'est pas seulement idéologique. Il relève d'un calcul rationnel de sécurité, de survie politique, parfaitement conforme au postulat du réalisme néoclassique. Dans un système international anarchique, un petit État maximise sa sécurité en s'alignant sur une puissance protectrice qui ne remet pas en cause sa souveraineté interne. Voyons les dimensions économiques. La dimension économique constitue l'un des piliers les plus structurants du partenariat sino-cambodgien. Les données quantitatives permettent d'en saisir à la fois l'ampleur, la dynamique et la symétrie. En termes de commerce bilatéral, les échanges ont connu une croissance régulière. Ils s'élevaient à 7,39 milliards de dollars américains en 2018 et plus d'1 milliard, c'est-à-dire 8,5 milliards, une année plus tard, en 2019. Toutefois, cette intensification marque un déséquilibre structurel. En 2018, le Cambodge affichait un déficit commercial de 4,63 milliards de dollars, traduisant une forte dépendance aux importations chinoises, principalement en machines, en équipements, en matériaux de construction et des biens intermédiaires. Sur le plan des investissements, la Chine s'est imposée comme le premier investisseur étranger au Cambodge, avec un stock cumulé dépassant 17 milliards de dollars en 2019. Ces flux sont concentrés dans des secteurs stratégiques, textile, énergie, agriculture, télécommunications, mais surtout dans les infrastructures où l'empreinte chinoise est désormais dominante. En effet, selon les données compilées par Soktuch et Pitch, Pékin a financé et souvent construit plus de 3000 km de routes nationales, 8 ponts majeurs, 2 aéroports internationaux, dont celui de Siem Reap, ainsi que plus de 10 centrales électriques, couvrant près de 93% de la production électrique conventionnelle du pays. Ces investissements, largement intégrés au cadre de l'initiative de la ceinture et la route, témoignent d'une logique d'interdépendance asymétrique. D'un côté, une stratégie d'expansion géoéconomique de la Chine, et de l'autre côté, une stratégie de rattrapage infrastructurel accéléré du Cambodge. Ces chiffres, si impressionnants soient-ils, doivent donc être interprétés non seulement comme des indicateurs de coopération, mais aussi comme des marqueurs de vulnérabilité structurelle, que plusieurs personnes appellent à gérer avec prudence, notamment en renforçant la diversification des partenaires économiques et en développant une intégration plus verticale des chaînes de valeur locales. Secteurs clés et dépendance. L'analyse sectorielle de la coopération économique sino-cambodgienne révèle une intégration profonde, mais fortement asymétrique, qui structure à la fois les dynamiques de développement et les vulnérabilités stratégiques du Cambodge. Dans le secteur textile, pilier de l'industrie manufacturière cambodgienne, environ 70% des entreprises sont financées par des capitaux chinois, incluant Hong Kong, Macao, etc. Ce financement a permis une expansion rapide des capacités de production et la création de centaines de milliers d'emplois, principalement féminins. Toutefois, cette dépendance limite l'autonomie des chaînes de valeur locales, puisque les matières premières, fils, tissus, accessoires sont majoritairement importés de Chine,
ce qui enferme le Cambodge dans une logique de sous-traitance à faible valeur ajoutée. Dans le secteur énergétique, la dépense est encore plus marquée. Près de 93% de la production électrique conventionnelle proviennent de centrales hydroélectriques, thermiques ou solaires. Celles-ci sont financées, construites et souvent exploitées par des entreprises chinoises. Si cette coopération a permis au Cambodge de résoudre une pénurie chronique d'électricité, elle soulève des questions de souveraineté énergétique et de transparence contractuelle, notamment en ce qui concerne les tarifs, la durée des concessions et l'impact environnemental. Voyons l'agriculture. Celle-ci illustre une dépendance marchande croissante. Le Cambodge oriente une part croissante de ses exportations agricoles, riz, bananes, mangue, vers le marché chinois, désormais premier débouché. Si cette orientation offre des débouchés stables et des prix compétitifs, elle expose également les producteurs cambodgiens aux fluctuations des politiques douanières ou phytosanitaires chinoises, comme en ont témoigné les suspensions temporaires d'importation liées à des normes sanitaires. Enfin, les infrastructures, routes, ponts, aéroports, ports, sont presque exclusivement financés dans le cadre de l'initiative de la ceinture et de la route. Ces projets, bien que cruciaux pour la connectivité nationale et régionale, sont souvent réalisés par des entreprises chinoises selon des modalités opaques, avec une main-d'œuvre majoritairement expatriée, limitant ainsi les retombées locales en matière d'emploi qualifié et de transfert technologique. Bref, en somme, si les autorités cambodgiennes insistent sur la distinction entre dépendance économique et dépendance politique, les faits sectoriels révèlent un risque réel d'alignement structurel. La concentration des financements, des marchés et des partenaires autour d'un seul acteur, la Chine, crée une forme de vulnérabilité systémique, qui pourrait, à moyen terme, contraindre les marges de manœuvre stratégiques du Cambodge, notamment dans les forums régionaux comme l'ASEAN. La dette et les risques économiques. L'expansion rapide de cette coopération économique sino-cambodgienne s'accompagne de risques structurels que l'on peut identifier avec une vigilance analytique. L'un des indicateurs les plus sensibles est l'endettement extérieur du Cambodge. En 2017, la dette extérieure totale du pays s'élevait à 9,6 milliards de dollars américains, dont 42% étaient contractés auprès de créanciers chinois, principalement via des prêts concessionnels liés aux projets d'infrastructure dans le cadre de l'abri. L'initiative de la ceinture et de la route. Ce niveau d'endettement, bien qu'encore en deçà des seuils critiques définis par la Banque mondiale, soulève des interrogations quant à la soutenabilité financière à moyen terme, surtout dans un contexte de faible capacité fiscale et de dépendance accrue aux recettes générées par des secteurs soutenus par ces mêmes prêts. 3 risques structurels sont récurrents dans l'analyse. Premièrement, le déséquilibre commercial persistant. Le Cambodge enregistre un déficit chronique avec la Chine, excédant 4,6 milliards de dollars en 2018, ce qui accentue sa dépendance aux devises étrangères et limite sa capacité à négocier des conditions commerciales plus équilibrées. La faible intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Le pays reste largement en position de sous-traitant dans des secteurs à faible valeur ajoutée, notamment le textile, avec une dépendance aux intrants importés de Chine. Cela freine le développement d'une base industrielle autonome et limite les retombées technologiques et productives des investissements étrangers. La vulnérabilité aux chocs économiques externes. En cas de ralentissement de l'économie chinoise, de tensions géopolitiques ou de perturbations logistiques, le Cambodge, dont les exportations, les investissements et l'approvisionnement énergétique dépendent fortement de Pékin, pourrait subir des effets de contagion rapides et non négligeables. Cela dit, les autorités cambodgiennes ne restent pas passives. Comme le cite Nguyen Wang et Chan Sofal, le gouvernement met en œuvre une stratégie de diversification partenariale. Renforcement de la coopération avec le Japon, notamment dans la gestion des zones économiques spéciales. Approfondissement des liens avec la Corée du Sud dans les domaines technologiques et agricoles. Et intensification de l'intégration au sein de l'ASEAN, en particulier via la zone de libre-échange Asie du Sud-Est, Chine,
ACFA. Cette stratégie vise à transformer une dépendance asymétrique en une interdépendance gérée, tout en préservant les bénéfices du partenariat stratégique avec la Chine. Toutefois, son efficacité dépendra de la capacité du Cambodge à renforcer ses institutions, sa gouvernance économique et sa compétitivité structurelle, des défis qui, à ce jour, restent incomplètement relevés. Voyons l'armée et la sécurité. La dimension sécuritaire de la relation sino-cambodgienne ne se limite pas à la défense militaire classique. Si la coopération traditionnelle existe, notamment à travers des échanges d'officiers, des dons d'équipements légers et des manœuvres conjointes discrètes, elle demeure volontairement contenue, tant par souci de non-provocation vis-à-vis des voisins, Thaïlande, Vietnam, que par volonté de ne pas alimenter les récits occidentaux sur une militarisation chinoise de l'Asie du Sud-Est. En revanche, c'est dans le domaine de la sécurité non traditionnelle que la coopération sino-cambodgienne s'est le plus densifiée ces dernières années. Ce concept, élargi au-delà des menaces militaires étatiques, englobe un ensemble de défis transnationaux qui affectent directement la stabilité intérieure, la gouvernance et le développement socio-économique. La coopération sanitaire a été particulièrement mise en lumière durant la pandémie de Covid-19. Dès le premier mois de 2020, la Chine a fourni au Cambodge des dons substantiels en matériel médical, envoyé des équipes d'experts et coordonné avec les autorités cambodgiennes la gestion des flux migratoires. En retour, le Cambodge a maintenu ses liaisons aériennes avec la Chine, refusant de suivre les fermetures unilatérales adoptées par d'autres États. Ce geste a été salué à Pékin comme un signe de solidarité réelle, illustrant la formule de Xi Jinping « A friend is a friend indeed ». Deuxièmement, la lutte contre les crimes transnationaux constitue un axe majeur. Le Cambodge, en raison de sa position géographique et de ses institutions encore fragiles, est un corridor stratégique pour le trafic de drogue, notamment la méthamphétamine produite dans le Triangle d'Or. Le trafic de personnes n'y est pas oublié, ainsi que le blanchiment d'argent, souvent lié à des activités illicites comme le jeu en ligne ou les arnaques téléphoniques. À cet égard, la coopération policière sino-cambodgienne s'est intensifiée, incluant des opérations conjointes, des partages de renseignements en temps réel et la formation de cadres cambodgiens par des institutions chinoises. Enfin, cette coopération s'inscrit dans un cadre institutionnel régional structuré, le mécanisme de Langkang-Mekong, lancé en 2015 sous l'impulsion de la Chine. Ce forum de coopération sous-régionale, qui réunit la Chine, le Cambodge, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande et le Vietnam, vise explicitement à renforcer la sécurité non traditionnelle à travers des projets concrets dans les domaines de la gestion des ressources hydriques, de la santé publique, de la cybersécurité et de la justice pénale. Pour Phnom Penh, le LMC, le mécanisme Langkang-Mekong, représente un espace de coopération dépolitisé, technocratique et exempt de conditionnalité en phase avec la philosophie de non-ingérence chinoise. En somme, la sécurité sino-cambodgienne contemporaine est moins celle des chars et des bases militaires que celle des laboratoires, des tribunaux, des réseaux numériques et des frontières poreuses. Elle traduit une conception intégrée de la sécurité où développement, gouvernance et stabilité sont inextricablement liés. Une vision qui, tout en servant les intérêts stratégiques de Pékin, répond aussi à des besoins réels du Cambodge en matière de lutte contre les menaces transnationales. Voyons les voisins du Cambodge, entre tension et équilibre. La politique étrangère cambodgienne ne peut être pleinement comprise sans prendre en compte son environnement régional immédiat, marqué par des tensions historiques persistantes avec ses deux voisins les plus puissants, le Vietnam et la Thaïlande. Ces relations, bien que formalisées dans le cadre de l'ASEAN et de mécanismes sous-régionaux, restent profondément affectées par des contentieux territoriaux, des mémoires conflictuelles et des rivalités stratégiques. Le conflit frontalier autour du temple de Préavière, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, en constitue un exemple emblématique.
Les affrontements militaires de 2008-2011 ont révélé la fragilité du consensus diplomatique et la persistance des revendications nationalistes dans les deux camps, et cela perdure. De manière similaire, les relations avec le Vietnam demeurent tendues, notamment en raison de litiges frontaliers non entièrement résolus et d'un héritage complexe lié à l'occupation vietnamienne de 1979-1989, perçue à Phnom Penh tantôt comme une libération des Khmers rouges, tantôt comme une forme de domination. Face à cette vulnérabilité géostratégique, le Cambodge a adopté une stratégie rationnelle de contrepoids, balancing, en s'appuyant sur un acteur extérieur, la Chine, pour renforcer sa marge de manœuvre et compenser les pressions perçues comme menaçantes. Ce choix n'est pas seulement tactique, il s'inscrit dans une logique de sécurité souveraine, où la non-ingérence chinoise est perçue comme une garantie contre l'ingérence politique ou économique qui pourrait exercer d'autres partenaires, notamment occidentaux ou régionaux. Dans le cadre de l'ASEAN, le Cambodge se présente volontiers comme un médiateur, mais ses positions diplomatiques, notamment sur les questions de la mer de Chine méridionale, reflètent un alignement récurrent avec Pékin. Ce comportement a parfois suscité des critiques au sein de l'organisation qui valorise le consensus et l'autonomie stratégique collective. Cette orientation stratégique s'explique pleinement à travers le prisme du réalisme néoclassique. Ce cadre théorique permet de comprendre que le Cambodge, en tant que petit État dans un système international anarchique, interprète son environnement en fonction de perceptions subjectives de menaces, qu'elles soient réelles ou construites. Et il cherche à maximiser sa sécurité en s'associant à la puissance protectrice de la Chine. Dans ce schéma, la Chine n'est pas simplement un partenaire économique, elle devient une ancre de légitimité politique et de stabilité stratégique, permettant au régime cambodgien de consolider son autorité interne tout en naviguant dans un paysage régional compétitif. En somme, la géopolitique cambodgienne contemporaine illustre une stratégie de survie rationnelle où les contraintes structurelles du système international se conjuguent avec les perceptions et les priorités des décideurs nationaux, une dynamique parfaitement capturée par le réalisme néoclassique. Le modèle de Porter appliqué aux zones économiques spéciales, ZES. L'analyse de la compétitivité des zones économiques spéciales au Cambodge gagne en rigueur lorsqu'elle est articulée autour du modèle du diamant de Michael Porter. Ce cadre théorique, initialement développé pour expliquer la performance sectorielle des nations, permet de dépasser les explications purement macroéconomiques ou institutionnelles en croisant 6 facteurs interdépendants qui influencent la capacité d'un territoire à attirer et retenir des investissements étrangers. Ce modèle, appliqué au contexte cambodgien, distingue premièrement les facteurs de production, notamment la disponibilité d'une main-d'œuvre abondante mais peu qualifiée, ainsi que le niveau des infrastructures critiques dans une économie en rattrapage. Deuxièmement, la nature et l'exigence de la demande locale, qui détermine en partie l'orientation vers l'exportation ou le marché domestique. Troisièmement, la présence d'industries connexes et de soutien essentiels pour réduire les coûts logistiques et renforcer les chaînes d'approvisionnement. Quatrièmement, la structure, la stratégie et la rivalité entre les entreprises qui stimulent ou non l'innovation et l'efficacité. Cinquièmement, le rôle du gouvernement, non comme acteur direct, mais comme régulateur, facilitateur et créateur de conditions favorables via la fiscalité, la réglementation ou les services publics. Et enfin, sixièmement, les opportunités exogènes, telles que l'initiative de la ceinture et la route, BRI, qui redéfinissent les géographies de la connectivité et de l'investissement. Voyons donc les comparaisons fines entre les deux principales de zones économiques spéciales. La Sihanoukville Special Economic Zone, cofinancée par le groupe chinois Odoo, incarne une stratégie d'intégration verticale dans l'abri. Son atout majeur réside dans un accès direct au port maritime, ce qui en fait une plateforme logistique idéale pour les exportations vers la Chine et au-delà. Toutefois, ces facteurs de production initiaux,
terrain en pente, déficit en eau et en électricité ont nécessité des investissements massifs. Sa gouvernance centrée sur un seul acteur étranger limite la diversité des entreprises et la concurrence en interne. À l'opposé, la Phnom Penh Special Economic Zone, PPSEZ, fruit d'un partenariat sino-japonais, présente une gouvernance plus mature et une structure industrielle plus diversifiée. Bien que plus éloignée de la mer, elle bénéficie d'une proximité avec les institutions nationales, d'une meilleure coordination avec les universités locales pour la formation professionnelle et d'une approche plus intégrée des industries connexes. Son modèle s'apparente davantage à celui des zones économiques spéciales classiques d'Asie de l'Est, où la qualité institutionnelle compense l'absence de ressources naturelles. En somme, le modèle de Porter révèle que la compétitivité des zones économiques spéciales ne dépend pas simplement de la générosité des incitations fiscales, mais de l'interaction dynamique entre ressources, stratégie, gouvernance et opportunités géopolitiques. Il montre également que dans un contexte de dépendance économique asymétrique, les choix de partenariats chinois, japonais ou mixtes conditionnent fortement les trajectoires du développement local. Voyons maintenant la grille de lecture à travers le réalisme néoclassique. La relation sino-cambodgienne peut être rigoureusement analysée à travers le prisme du réalisme néoclassique, une théorie des relations internationales qui articule les contraintes structurelles du système international aux perceptions subjectives des décideurs nationaux. Contrairement au réalisme classique qui met l'accent exclusivement sur l'anarchie du système international et la quête de puissance, le réalisme néoclassique, tel que développé notamment par Gideon Rose, introduit une variable intermédiaire, la perception des dirigeants. Selon ce cadre, le comportement d'un État n'est pas une simple réaction mécanique à la distribution des capacités, mais le résultat d'une interprétation stratégique des menaces et des opportunités, influencée par l'histoire, l'idéologie et l'expérience politique des élites au pouvoir. Appliquée au cas cambodgien, cette grille d'analyse éclaire de manière fine les choix de politique étrangère de Phnom Penh. Le Cambodge, en tant que petit État, enclavé géopolitiquement entre deux voisins historiques rivaux, le Vietnam et la Thaïlande, évolue dans un environnement perçu comme structurellement contraint. Dans ce contexte, la quête de sécurité ne passe pas par l'autosuffisance, mais par une stratégie rationnelle d'alignement sélectif. Or, les perceptions des dirigeants cambodgiens, en particulier sous la longue gouvernance de Hun Sen, contrastent fortement selon les partenaires. D'un côté, les États-Unis et l'Union européenne sont perçus comme des acteurs conditionnels, dont l'engagement économique et diplomatique est systématiquement subordonné à des exigences en matière de gouvernance, des droits de l'homme ou de pluralisme politique. De l'autre, la Chine incarne un partenaire non conditionnel qui, au nom du principe de non-ingérence, respecte la souveraineté interne du régime et soutient son développement sans remise en cause de sa légitimité. Ce clivage perceptif entre un partenaire fiable et des sources de pression et des partenaires sources de pression conduit à un rapprochement rationnel avec Pékin, non pas par idéologie, mais par calcul stratégique de survie et de consolidation du pouvoir. Le réalisme néoclassique permet ainsi de dépasser les explications simplistes fondées sur la dépendance économique ou la clientélisation pour saisir la logique d'action autonome d'un petit État qui, dans un monde anarchique, instrumentalise les opportunités offertes par la montée en puissance d'une grande puissance pour renforcer sa propre résilience stratégique. En somme, cette théorie rend compte non seulement de ce fait que le Cambodge, mais surtout de pourquoi il le fait, en intégrant à la fois la structure du système et la subjectivité des décideurs. Les défis et les critiques. Malgré une présentation largement positive de la relation sino-cambodgienne dans cet ouvrage, plusieurs défis structurels et critiques persistantes méritent d'être interrogés de manière rigoureuse. Ceux-ci se répartissent en deux catégories. Internes, liés à la gouvernance cambodgienne, et externes, émanant d'observateurs régionaux ou internationaux. Du côté interne, trois vulnérabilités majeures ressortent.
Premièrement, une corruption endémique, bien documentée par les institutions comme Transparency International, continue de compromettre l'efficacité des projets d'infrastructure et la transparence des contrats liés à l'initiative de la ceinture de la route. Deuxièmement, la faiblesse institutionnelle, notamment judiciaire et fiscale, qui limite la capacité de l'État à réguler les investissements étrangers, à négocier des accords équilibrés ou à garantir une répartition équitable des retombées économiques. Troisièmement, l'économie souterraine, qui inclut le trafic de drogue, le jeu en ligne illégal, la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent, qui prospèrent en partie grâce à des zones grises réglementaires et à des connexions transnationales souvent impliquant des réseaux sino-cambodgiens opaques. Du côté externe, 3 critiques récurrentes émergent dans la littérature géopolitique et économique. La première est celle du pays client. Certains analystes, notamment dans les cercles stratégiques occidentaux ou au sein de l'ASEAN, considèrent que le Cambodge sacrifie progressivement son autonomie diplomatique au profit d'un alignement systématique avec Pékin, notamment sur les questions sensibles comme la mer de Chine méridionale. La seconde concerne le piège de la dette. Bien que les niveaux d'endettement restent modérés par rapport au seuil de la Banque mondiale, la concentration du crédit chinois sur des secteurs stratégiques, énergie, transport, crée une dépendance fonctionnelle qui va être difficile à inverser. Enfin, la perte potentielle d'autonomie stratégique, qui soulève des questions sur la capacité future du Cambodge à jouer un rôle équilibré dans les institutions régionales, notamment au sein de l'ASEAN, où il est parfois perçu comme le relais des positions chinoises. L'ouvrage source, issu d'une collaboration entre l'Académie royale de Cambodge et l'Académie chinoise des sciences sociales, minimise systématiquement ces critiques. Les chapitres évoquent certes les défis, mais les traitent comme des ajustements nécessaires et des malentendus, sans remettre en cause les fondements du partenariat. Cette absence d'autocritique structurelle révèle un biais pro-Chine notable qui légitime davantage qu'il n'interroge le modèle de coopération promu. Dans ce contexte, une lecture critique du document doit faire la part entre description empirique, argumentaire normatif et légitimation politique, en mobilisant des sources complémentaires, notamment des rapports d'ONG, d'institutions financières internationales ou d'observatoires régionaux pour contrebalancer cette perspective officielle. En somme, si la relation sino-cambodgienne offre des bénéfices tangibles en matière de développement, elle soulève également des interrogations fondamentales sur la soutenabilité de la souveraineté, la qualité de la gouvernance et la diversification stratégique. Autant de dimensions essentielles à une analyse rigoureuse des partenariats sud-sud dans un monde multipolaire. Cette présentation donc s'achève sur 4 questions critiques, conçues comme non des énigmes à résoudre, mais comme des invitations à la réflexion théorique et empirique sur les fondements, les limites et les implications d'un partenariat stratégique asymétrique. Premièrement, une coopération sans condition est-elle plus légitime qu'une coopération conditionnelle? Dans cette question se joue un débat normatif fondamental entre relations internationales, le conflit entre souveraineté et responsabilité. La Chine propose un modèle fondé sur le respect absolu de la souveraineté, tandis que les partenaires occidentaux articulent aide et exigence en matière de gouvernance. Lequel des deux paradigmes respecte davantage le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et surtout, lequel favorise un développement durable, inclusif et résilient. Deuxièmement, le Cambodge choisit-il vraiment la Chine ou n'a-t-il pas d'autre option? Cette question interroge la marge de manœuvre stratégique des petits États dans un système international structuré par des inégalités de puissance. Le réalisme néoclassique nous invite à distinguer entre le choix rationnel et la contrainte structurelle. Dans quelle mesure le rapprochement sino-cambodgien relève-t-il d'une stratégie volontaire de légitimation interne et dans quelle mesure est-ce une réponse rationnelle à l'absence d'alternatives viables dans un contexte régional certes tendu? Troisièmement, ce modèle sud-sud peut-il inspirer d'autres pays du sud global? L'expérience cambodgienne est souvent présentée comme un exemple de coopération horizontale, émancipatrice des conditionnalités néolibérales. Toutefois, cette présentation mérite d'être interrogée à la lumière des asymétries économiques réelles. Est-ce un modèle exportable ou un cas particulier rendu possible par des facteurs historiques,
géopolitiques et idéologiques spécifiques. Quelles leçons pourrait-on en tirer, par exemple, pour les États d'Afrique de l'Ouest ou d'Amérique centrale? Enfin, quatrièmement, la non-ingérence peut-elle coexister avec une dépendance économique forte? La réponse à cette question engage la définition même de la souveraineté dans le monde contemporain. Une dépendance structurelle, qu'elle soit financière, énergétique ou logistique, ne constitue-t-elle pas une forme de subtile d'ingérence, même en l'absence d'intervention directe dans les affaires intérieures? Autrement dit, peut-on être souverain sans autonomie stratégique? Ces questions, ouvertes et bien sûr interdépendantes, ne visent pas à trancher, mais à problématiser, en invitant à dépasser les dichotomies simplificatrices, amis, ennemis, domination, liberté, conditionnalité, autonomie, au profit d'une analyse plus fine, plus contextualisée et pluridisciplinaire des relations internationales contemporaines. Je vous remercie de votre attention. Excellente journée ou excellente soirée à tous.